Là-dessus, l'été suivant, il revenait, logeant toute une colonie d'artistes dans une admirable habitation moyenâgeuse que leur faisait un cloître ancien, loué par eux pour rien. Et ma foi, en entendant cette femme qui, en passant par tant de milieux vraiment distingués, a gardé pourtant dans sa parole un peu de la verdeur de la parole d'une femme du peuple, une parole qui vous montre les choses avec la couleur que votre imagination y voit, l'eau me vint à la bouche de la vie qu'elle me confesse savoir mener là-bas, chacun travaillant dans sa cellule, et où dans le salon, si vaste qu'il possédait 2 cheminées, tout le monde venait avant le déjeuner pour des causeries tout à fait supérieures, mêlées de petits jeux, me faisaient penser à celle qu'évoque ce chef-d'œuvre de Diderot, les lettres à Mademoiselle Voland. Puis après le déjeuner, tout le monde sortait, même les jours de grain, dans le coup de soleil, le rayonnement d'une ondée, lignant de son filtrage lumineux les nodosités d'un magnifique départ de hêtres centenaires qui mettait devant la grille le beau végétal affectionné par le XVIIIe siècle, et d'arbustes ayant pour boutons fleurissants dans la suspension de leurs rameaux des gouttes de pluie. On s'arrêtait pour écouter le délicat barbotis enamouré de fraîcheur d'un bouvreuil se baignant dans la mignonne baignoire minuscule de Nymphenburg qu'est la corolle d'une rose blanche. Et comme je parle à madame Verdurin des paysages et des fleurs de là-bas si délicatement pastellisés par Elstir, c'est moi qui lui ai fait connaître tout cela, jette-t-elle avec un redressement en colère de la tête. Tout, vous entendez bien tout, tous les coins curieux, tous les motifs, je lui ai jetés à la face quand il nous a quittés. N'est-ce pas, Auguste? Tous les motifs qu'il a peints. Bon, les objets, il les a toujours connus, cela il faut être juste, il faut le reconnaître. Mais les fleurs, il n'en avait jamais vu. Il ne savait pas distinguer un altéa d'une passe-rose. C'est moi qui lui ai appris à connaître, vous n'allez pas me croire, à reconnaître le jasmin. Il faut avouer qu'il y a quelque chose de curieux à penser que le peintre des fleurs, que les amateurs d'art nous citent aujourd'hui comme le premier, comme supérieur même à Fantin-Latour, n'aurait peut-être jamais, sans la femme qui est là, su peindre un jasmin. Oui, ma parole, le jasmin. Toutes les roses qu'il a faites, c'est chez moi. Ou bien c'est moi qui les lui apportais. On ne l'appelait chez nous que Monsieur Tiche. Demandez à Cottard, à Brichot, à tous les autres. Si on le traitait ici en grand homme, lui-même en aurait ri. Je lui apprenais à disposer ses fleurs. Au commencement, il ne pouvait pas en venir à bout. Il n'a jamais su faire un bouquet. Il n'avait pas le goût naturel pour choisir. Il fallait que je lui dise « Non, ne peignez pas ça, non, ça vaut pas la peine. Peignez ceci. » S'il nous avait écoutés, aussi pour l'arrangement de sa vie, comme pour l'arrangement de ses fleurs, s'il n'avait pas fait ce sale mariage. Et brusquement, les yeux enfiévrés par l'absorption d'une rêverie tournée vers le passé, avec le nerveux taquinage dans l'allongement maniaque de ses phalanges, du floche des manches de son corsage, c'est dans le contournement de sa pose endolorie comme un admirable tableau qui n'a, je crois, jamais été peint. On se lirait toute la révolte contenue, toutes les susceptibilités rageuses d'une amie outragée dans sa délicatesse et dans la pudeur de la femme. Là-dessus, elle nous parle de l'admirable portrait qu'Elstir a fait pour elle, le portrait de la famille Collard, portrait donné par elle au Luxembourg au moment de sa brouille avec le peintre.
confessant que c'est elle qui a donné au peintre l'idée de faire l'homme en habit pour obtenir tout ce beau bouillonnement du linge, et qui a choisi la robe de velours de la femme, robe faisant appui au milieu de tout le papillonnage des nuances claires, des tapis, des fleurs, des fruits, des robes de gaze des fillettes, pareilles à des tutus de danseuses. Ce serait elle aussi qui aurait donné l'idée de ce coiffage, idée dont on a fait ensuite honneur à l'artiste, idée qui consistait en somme à peindre la femme non pas en représentation, mais surprise dans l'intime de sa vie de tous les jours. Je lui disais, mais dans la femme qui se coiffe, qui s'essuie la figure, qui se chauffe les pieds, quand elle ne croit pas être vue, il y a un tas de mouvements intéressants, des mouvements d'une grâce tout à fait léonardesque. Mais sur un signe de Verdurin indiquant le réveil de ses indignations comme malsain pour la grande nerveuse que serait au fond sa femme, Swann me fait admirer le collier de perles noires porté par la maîtresse de maison et acheté par elle toute blanche, à la vente d'un descendant de Madame de La Fayette, à qui elles auraient été données par Henriette d'Angleterre. Perles devenues noires à la suite d'un incendie qui détruisit une partie de la maison que les Verdurin habitaient dans une rue dont je ne me rappelle plus le nom, incendie après lequel fut retrouvé le coffret où étaient ces perles, mais devenues entièrement noires. Et je connais le portrait de ces perles aux épaules même de Madame de La Fayette. Oui, parfaitement, leur portrait, insista Swann devant les exclamations des convives un brin ébahis. Leur portrait authentique dans la collection du duc de Guermantes, une collection qui n'a pas son égal au monde, proclame-t-il, et que je devrais aller voir. Une collection héritée par le célèbre duc qui était son neveu préféré de Madame de Beausergent, sa tante. De Madame de Beausergent, depuis Madame d'Effet, la sœur de la marquise de Villeparisis et de la princesse d'Hanovre. Mon frère et moi l'avons tant aimé autrefois sous les traits du charmant bambin appelé Bazin, qui est bien en effet le prénom du duc. Là-dessus, le docteur Cottard, avec une finesse qui décèle chez lui l'homme tout à fait distingué, ressaute à l'histoire des perles et nous apprend que les catastrophes de ce genre produisent dans le cerveau des gens des altérations tout à fait pareilles à celles qu'on remarque dans la matière inanimée, et cite, d'une façon vraiment plus philosophique que ne le feraient bien des médecins, le propre valet de chambre de Madame de Verdurin, qui, dans l'épouvante de cet incendie où il avait failli périr, était devenu un autre homme, ayant une écriture mais tellement changée qu'à la première lettre que ses maîtres, alors en Normandie, reçurent de lui, leur annonçant l'événement, ils crurent à la mystification d'un farceur. Et pas seulement une autre écriture, selon Cottard, qui prétend que, de sombre, cet homme était devenu si abominablement pochard que Madame Verdurin avait été obligée de le renvoyer. Et la suggestive dissertation passa sur un signe gracieux de la maîtresse de maison, de la salle à manger au fumoir vénitien dans lequel Cottard me dit avoir assisté à de véritables dédoublements de la personnalité, nous citant le cas d'un de ses malades qu'il s'offrit aimablement à m'amener chez moi et à qui il suffisait qu'il touchât les tempes pour l'éveiller à une seconde vie pendant laquelle il ne se rappelait rien de la première, si bien que, très honnête homme dans celle-là, il aurait été plusieurs fois arrêté pour des vols commis dans l'autre, où il serait tout simplement un abominable gredin. Sur quoi Madame Verdurin remarque finement que la médecine pourrait fournir des sujets plus vrais à un théâtre où la cocasserie de l'imbroglio reposerait sur des méprises pathologiques.
ce qui, de fil en aiguille, amène Madame Cottard à narrer qu'une donnée toute semblable a été mise en œuvre par un amateur qui est le favori des soirées de ses enfants, l'Écossais Stevenson. Un nom qui met dans la bouche de Swann cette affirmation péremptoire. Mais c'est tout à fait un grand écrivain, Stevenson, je vous assure, monsieur de Goncourt. Un très grand, l'égal des plus grands. Et comme sur mon émerveillement des plafonds à caissons écussonnés, provenant de l'ancien Palazzo Barberini, de la salle où nous fumons, je laisse percer mon regret du noircissement progressif d'une certaine vasque par la cendre de nos Londresses. Swann, ayant raconté que des taches pareilles attestent sur les livres ayant appartenu à Napoléon Ier, livres possédés malgré ses opinions anti-bonapartistes par le duc de Guermantes, que l'empereur chiquait. Cottard, qui se révèle un curieux vraiment pénétrant en toutes choses, déclare que ces tâches ne viennent pas du tout de cela. Alors là, pas du tout, insiste-t-il avec autorité, mais de l'habitude qu'il avait d'avoir toujours dans la main, même sur les champs de bataille, des pastilles de réglisse pour calmer ses douleurs du foie. Car il avait une maladie de foie, et c'est de cela qu'il est mort, conclut le docteur. Je m'arrêtai là car je partais le lendemain et d'ailleurs c'était l'heure où me réclamait l'autre maître au service de qui nous sommes chaque jour pour une moitié de notre temps. La tâche à laquelle il nous astreint, nous l'accomplissons, les yeux fermés. Tous les matins, il nous rend à notre autre maître, sachant que sans cela, nous nous livrerions mal à la sienne. Curieux quand notre esprit a rouvert les yeux de savoir ce que nous avons bien pu faire chez le maître qui étend ses esclaves avant de les mettre à une besogne précipitée, les plus malins à peine la tâche finie, tâche de subrepticement. Regardez, mais le sommeil lutte avec eux de vitesse pour faire disparaître les traces de ce qu'ils voudraient voir. Et depuis tant de siècles, nous ne savons pas grand-chose là-dessus. Je fermai donc le journal des Goncourt, prestige de la littérature. J'aurais voulu revoir les Cottard, leur demander tant de détails sur Elstir, aller voir la boutique du petit Dunkerque, si elle existait encore, demander la permission de visiter cet hôtel des Verdurins où j'avais dîné. Mais j'éprouvais un vague trouble. Certes, je ne m'étais jamais dissimulé que je ne savais pas écouter, ni, dès que je n'étais plus seule, regarder. Une vieille femme ne montrait pas à mes yeux aucune espèce de collier de perles, et ce qu'on en disait n'entrait pas dans mes oreilles. Tout de même, ces êtres-là, je les avais connus dans la vie quotidienne. J'avais souvent dîné avec eux. C'était les Verdurins, c'était le duc de Guermantes, c'était les Cottard. Chacun d'eux m'avait paru aussi commun qu'à ma grand-mère ce Bazin dont elle ne se doutait guère qu'il était le neveu chéri, le jeune héros délicieux de madame de Bonsergent. Chacun d'eux m'avait semblé insipide. Je me rappelais les vulgarités sans nombre dont chacun était composé. Et que tout cela fit un astre dans la nuit. Je résolus de laisser provisoirement de côté les objections qu'avaient pu faire naître en moi contre la littérature ces pages des Goncourt. Même en mettant de côté l'indice individuel de naïveté qui est frappant chez le mémorialiste, je pouvais d'ailleurs me rassurer à divers points de vue. D'abord, en ce qui me concernait personnellement, mon incapacité de regarder et d'écouter, que le journal cité avait si péniblement illustré pour moi,
n'était pourtant pas totale. Il y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien regarder. Mais c'était un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, comme à plusieurs choses qui faisaient sa nourriture et sa joie. Alors le personnage regardait et écoutait, mais à une certaine profondeur seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Comme un géomètre qui, dépouillant les choses de leur qualité sensible, ne voit que leur substratum linéaire. Ce que racontaient les gens m'échappait, car ce qui m'intéressait, c'était non ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient, en tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule. Ou plutôt c'était un objet qui avait toujours été plus particulièrement le but de ma recherche, parce qu'il me donnait un plaisir spécifique, le point qui était commun à un être et à un autre. Ce n'était que quand je l'apercevais que mon esprit, jusque-là sommeillant, même derrière l'activité apparente de ma conversation, dont l'animation masquait pour les autres un total engourdissement spirituel, se mettait tout à coup joyeusement en chasse. Mais ce qu'il poursuivait alors, par exemple l'identité du salon Verdurin dans divers lieux et divers temps, était situé à mi-profondeur, au-delà de l'apparence elle-même, dans une zone un peu plus en retrait. Aussi le charme apparent, copiable, des êtres m'échappait, parce que je n'avais plus la faculté de m'arrêter à lui, comme le chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives, parce que quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Il en résultait qu'en réunissant toutes les remarques que j'avais pu faire dans un dîner sur les convives, le dessin des lignes tracées par moi figurait un ensemble de lois psychologiques où l'intérêt propre qu'avait eu dans ses discours le convive ne tenait presque aucune place. Mais cela enlevait-il tout mérite à mes portraits, puisque je ne les donnais pas pour tels? Si l'un de ces portraits, dans le domaine de la peinture, met en évidence certaines vérités relatives au volume, à la lumière, au mouvement, cela fait-il qu'il soit nécessairement inférieur à tel autre portrait, ne lui ressemblant aucunement, mais de la même personne, dans lequel 1000 détails qui sont omis dans le premier seront minutieusement relatés. Deuxième portrait dont l'on pourra conclure que le modèle était ravissant, tandis que l'on crut laid dans le premier, ce qui peut avoir une importance documentaire et même historique, mais n'est pas nécessairement une vérité d'art. Puis ma frivolité, dès que je n'étais pas seule, me faisait désirer de plaire, plus désireux d'amuser en bavardant que de m'instruire en écoutant. À moins que je ne fusse allé dans le monde pour interroger sur quelques points d'art ou quelques soupçons jaloux qui m'avaient occupé l'esprit d'avant. Mais j'étais incapable de voir ce dont le désir n'avait pas été éveillé en moi par quelque lecture, ce dont je n'avais pas d'avance désiré moi-même le croquis que je désirais ensuite confronter avec la réalité. Que de fois, je le savais bien, même si cette page de Goncourt ne me l'eût pas appris, je suis restée incapable d'accorder mon attention à des choses ou à des gens qu'ensuite
Une fois que leur image m'avait été présentée dans la solitude par un artiste, j'aurais fait des lieues, risqué la mort pour le retrouver. Alors mon imagination était partie, avait commencé à peindre. Et ce devant quoi j'avais bâillé l'année d'avant, je me disais avec angoisse, le contemplant d'avance, le désirant, serait-il vraiment impossible de le voir? Que ne donnais-je pas pour ça? Quand on lit les articles sur les gens, même simplement des gens du monde, qualifiés de derniers représentants d'une société dont il n'existe plus aucun témoin, sans doute on peut s'écrier, dire que c'est d'un être si insignifiant qu'on parle là avec tant d'abondance et d'éloges. C'est cela que j'aurais déploré de ne pas avoir connu si je n'avais fait que lire les journaux et les revues, et si je n'avais pas vu l'homme. Mais j'étais plutôt tentée, en lisant de telles pages dans les journaux, de penser « Quel malheur !» alors que j'étais seulement préoccupée de retrouver Gilberte ou Albertine, que je n'ai pas fait plus attention à ce monsieur. Je l'avais pris pour un raseur du monde, pour un simple figurant. C'était une figure. Cette disposition-là, les pages de Goncourt que je lus, me la fit regretter. Car peut-être j'aurais pu conclure d'elle que la vie apprend à rabaisser le prix de la lecture et nous montre que ce que l'écrivain nous vante ne valait pas grand-chose. Je pouvais tout aussi bien en conclure que la lecture, au contraire, nous apprend à relever la valeur de la vie, valeur que nous n'avons pas su apprécier et dont nous nous rendons compte seulement par le livre combien elle était grande. À la rigueur, nous pouvons nous consoler de nous être peu plu dans la société d'un Vinteuil et d'un Bergotte, puisque le bourgeoisisme pudibond de l'un et les défauts insupportables de l'autre ne prouvent rien contre eux, puisque leur génie est manifesté par leurs œuvres. De même la prétentieuse vulgarité d'Anne Elstir à ses débuts. Ainsi le journal des Goncourt m'avait fait découvrir qu'Elstir n'était autre que le monsieur Tiche qui avait tenu jadis de si exaspérants discours à Swann, chez les Verdurin. Mais quel est l'homme de génie qui n'a pas adopté les irritantes façons de parler des artistes de sa bande avant d'arriver, comme c'était venu pour Elstir, et comme cela arrive rarement, à un bon goût supérieur. Les lettres de Balzac, par exemple, ne sont-elles pas semées de termes vulgaires que Swann eût souffert 1000 morts d'employer? Et cependant, il est probable que Swann, si fin, si purgé de tout ridicule haïssable, eût été incapable d'écrire La cousine bête et Le curé de Tours. Que ce soit donc les mémoires qui aient tort de donner du charme à leur société alors qu'elle nous a déplu, est un problème de peu d'importance, puisque même si c'est l'écrivain de mémoire qui se trompe, cela ne prouve rien contre la valeur de la vie qui produit de tels génies, et qui n'existait pas moins dans les œuvres de Vinteuil, d'Elstir, de Bergotte. Et tout à l'autre extrémité de l'expérience, quand je voyais que les plus curieuses anecdotes qui font la matière inépuisable divertissement des soirées solitaires pour le lecteur du journal des Goncourt lui avaient été contées par ses convives que nous eussions à travers ces pages enviés de connaître et qui ne m'avaient laissé à moi aucune trace de souvenir intéressant. Cela n'était pas trop inexplicable encore. Malgré la naïveté de Goncourt qui concluait de l'intérêt de ces anecdotes à la distinction probable de l'homme qui les contait, il pouvait très bien se faire que des hommes médiocres eussent eu dans leur vie ou entendu raconter des choses curieuses et les contassent à leur tour. Goncourt savait écouter, comme il savait voir. Je ne le savais pas.
D'ailleurs, tous ces faits auraient eu besoin d'être jugés un à un. M. de Guermantes ne m'avait certes pas donné l'impression de cet adorable modèle des grâces juvéniles que ma grand-mère eût tant voulu connaître et me proposait comme modèle inimitable, d'après les mémoires de madame de Bonsergent. Mais il faut songer que Bazin avait alors 7 ans, que l'écrivain était sa tante, et que même les maris qui doivent divorcer quelques mois après vous font un grand éloge de leur femme. Une des plus jolies poésies de Sainte-Beuve est consacrée à l'apparition devant une fontaine d'une jeune enfant couronnée de tous les dons et de toutes les grâces, la jeune mademoiselle de Champlâtreux, qui ne devait pas avoir alors 10 ans. Et malgré toute la tendre vénération que le poète d'Eugénie qu'est la comtesse de Noailles portait à sa belle-mère, la duchesse de Noailles, née Champlâtreux, il est possible, si elle avait eu à en faire le portrait, que celui-ci eût contrasté assez vivement avec celui que Sainte-Beuve traçait 50 ans plus tôt. Ce qui eût peut-être été plus troublant, c'était l'entre-deux. C'étaient ces gens desquels ce qu'on dit implique chez eux plus que la mémoire qui a su retenir une anecdote curieuse, sans que pourtant on ait, comme pour les Vinteuil, les Bergotte, le recours de les juger sur leur œuvre. Ils n'en ont pas créé. Ils en ont seulement, à notre grand étonnement, à nous qui les trouvions si médiocres, inspiré. Passe encore que le salon, qui dans les musées donnera la plus grande impression d'élégance depuis les grandes peintures de la Renaissance, soit celui de la petite bourgeoise ridicule que j'eusse, si je ne l'avais pas connue, rêvé devant le tableau de pouvoir approcher dans la réalité, espérant apprendre d'elle les secrets les plus précieux que l'art du peintre, que sa toile ne me donnait pas, et de qui la pompeuse traîne de velours et de dentelle est un morceau de peinture comparable au plus beau du Titien. Si j'avais compris jadis cela, que ce n'est pas le plus spirituel, le plus instruit, le mieux relationné des hommes, mais celui qui sait devenir miroir et peut refléter ainsi sa vie, fût-elle médiocre, qui devient un Bergotte. Les contemporains le tinssent pour moins homme d'esprit que Swann et moins savant que Brichot. On peut souvent, à plus forte raison, en dire autant des modèles de l'artiste. Dans l'éveil de l'amour, de la beauté, chez l'artiste qui peut tout peindre, de l'élégance où il pourra trouver de si beaux motifs, le modèle lui sera fourni par des gens un peu plus riches que lui chez qui il trouvera ce qu'il n'a pas l'habitude de voir dans son atelier d'homme de génie méconnu qui vend ses toiles 50 francs. Un salon avec des meubles recouverts de vieilles soies, beaucoup de lampes, de belles fleurs, de beaux fruits, de belles robes. Gens modestes relativement, ou qui le paraîtraient à des gens vraiment brillants, qui ne connaissent même pas leur existence, mais qui, à cause de cela, sont plus à portée de connaître l'artiste obscur, de l'apprécier, de l'inviter, de lui acheter ses toiles, que les gens de l'aristocratie, qui se font peindre comme le pape et les chefs d'État par les peintres académiciens. La poésie d'un élégant foyer et des belles toilettes de notre temps ne se trouvera-t-elle pas plutôt, pour la postérité, dans le salon de l'éditeur Charpentier par Renoir, que dans le portrait de la princesse de Sagan ou de la comtesse de la Rochefoucauld par Cotte ou Chaplin. Les artistes qui nous ont donné les plus grandes visions d'élégance en ont recueilli les éléments chez des gens qui étaient rarement les grands élégants de leur époque, lesquels se font rarement peindre par l'inconnu porteur d'une beauté qu'ils ne peuvent pas distinguer sur ces toiles.
dissimulée qu'elle est par l'interposition d'un poncif de grâce suranné qui flotte dans l'œil du public, comme ces visions subjectives que le malade croit effectivement posées devant lui. Mais que ces modèles médiocres que j'avais connus eussent en outre inspiré, conseillé certains arrangements qui m'avaient enchanté, que la présence de tels d'entre eux dans les tableaux fut plus que celle d'un modèle, mais d'un ami, qu'on veut faire figurer dans ces toiles, c'était à se demander si tous les gens que nous regrettons de ne pas avoir connus, parce que Balzac les peignait dans ses livres ou les leur dédiait en hommage d'admiration, et sur lesquels Sainte-Beuve ou Baudelaire firent leurs plus jolis vers, si à plus forte raison toutes les Récamier, toutes les Pompadour ne m'eussent pas paru d'insignifiantes personnes, soit par une infirmité de ma nature, ce qui me faisait enrager alors d'être malade, de ne pouvoir retourner voir tous les gens que j'avais méconnus, soit qu'elles ne dussent leur prestige qu'à une magie illusoire de la littérature, ce qui forçait à changer de dictionnaire pour lire, et me consolait de devoir, d'un jour à l'autre, à cause des progrès que faisait mon état maladif, rompre avec la société, renoncer au voyage, au musée, pour aller me soigner dans une maison de santé. Peut-être pourtant, ce côté mensonger, ce faux jour, n'existe-t-il dans les mémoires que quand ils sont trop récents, trop près des réputations, qui plus tard s'anéantiront vite, si vite, aussi bien intellectuelles que mondaines. Et si l'érudition essaye alors de réagir contre cet ensevelissement, parvient-elle à détruire 1 sur 1000 de ces oublis qui vont s'entassant. Ces idées, tendant les unes à diminuer, les autres à accroître, mon regret de ne pas avoir de don pour la littérature, ne se présentèrent plus à ma pensée pendant les longues années que je passais à me soigner loin de Paris, dans une maison de santé, où d'ailleurs j'avais tout à fait renoncé au projet d'écrire, jusqu'à ce que celle-ci ne peut plus trouver de personnel médical, au commencement de 1916. Je rentrai alors dans un Paris bien différent de celui où j'étais déjà revenu une première fois, comme on le verra tout à l'heure, en août 14, pour subir une visite médicale, après quoi j'avais rejoint ma maison de santé. Un des premiers soirs, dès mon nouveau retour à Paris en 1916, ayant envie d'entendre parler de la seule chose qui m'intéressait alors, la guerre, je sortis après le dîner pour aller voir Madame Verdurin, car elle était, avec Madame Bontemps, une des reines de ce Paris de la guerre, qui faisait penser au directoire, comme par l'ensemencement d'une petite quantité de levure, en apparence de génération spontanée, les jeunes femmes allaient, tout le jour, coiffées de hauts turbans cylindriques, comme l'aurait pu l'être une contemporaine de Madame Tallien. Par civisme, ayant des tuniques égyptiennes droites, sombres, très guères, sur des jupes très courtes, elles chaussaient des lanières, rappelant le cothurne selon Talma, ou de hautes guêtres rappelant celles de nos chers combattants. C'est, disait-elle, parce qu'elle n'oubliait pas qu'elle devait réjouir les yeux de ces combattants, qu'elle se parait encore, non seulement de toilettes floues, mais encore de bijoux évoquant les armées par leur thème décoratif, si même leur matière ne venait pas des armées, n'avait pas été travaillée aux armées. Au lieu d'ornements égyptiens rappelant la campagne d'Égypte, c'étaient des bagues ou des bracelets faits avec des fragments d'obus,
ou des ceintures de 75, des allumes-cigarettes composés de 2 sous anglais, sous auquel un militaire était arrivé à donner dans sa cagna une patine si belle que le profil de la reine Victoria y avait l'air tracé par Pisanello. Et c'est encore parce qu'elles y pensaient sans cesse, disait-elle, qu'elles portaient à peine le deuil quand l'un des leurs tombait, sous le prétexte qu'il était mêlé de fierté, ce qui permettait un bonnet de crêpe anglais blanc du plus gracieux effet et autorisant tous les espoirs, dans l'invincible certitude du triomphe définitif, et permettant ainsi de remplacer le cachemire d'autrefois par le satin et la mousseline de soie, et même de garder ses perles, tout en observant le tact et la correction qu'il est inutile de rappeler à des Françaises. Le Louvre, tous les musées étaient fermés. Et quand on lisait, en tête d'un article de journal, une exposition sensationnelle, on pouvait être sûr qu'il s'agissait d'une exposition non de tableaux, mais de robes destinées d'ailleurs à éveiller ces délicates joies d'art dont les Parisiennes étaient depuis longtemps sevrées. C'est ainsi que l'élégance et le plaisir avaient repris. L'élégance, à défaut des arts, cherchait à s'excuser, comme ceci, en 1793, année où les artistes, exposant au salon révolutionnaire, proclamaient que ce serait à tort qu'il paraissait étrange à d'austères républicains que nous nous occupions des arts quand l'Europe coalisée assiège le territoire de la liberté. Ainsi faisaient, en 1916, les couturiers, qui d'ailleurs, avec une orgueilleuse conscience d'artiste, avouaient que chercher du nouveau, s'écarter de la banalité, préparer la victoire, dégager pour les générations d'après la guerre une formule nouvelle du beau, telle était l'ambition qui les tourmentait, la chimère qu'ils poursuivaient, ainsi qu'on pouvait s'en rendre compte en venant visiter leur salon délicieusement installé rue de, ou effacer par une note lumineuse et gaie les lourdes tristesses de l'heure, semble être le mot d'ordre, avec la discrétion toutefois qu'imposent les circonstances. Les tristesses de l'heure, il est vrai, pourraient avoir raison des énergies féminines, si nous n'avions tant de hauts exemples de courage et d'endurance à méditer. Ainsi, en pensant à nos combattants qui, au fond de leurs tranchées, rêvent de plus de confort et de coquetterie pour la chair absente laissée au foyer, ne cesserons-nous pas d'apporter toujours plus de recherche dans la création de robes répondant aux nécessités du moment? La vogue, cela se conçoit, est surtout aux maisons anglaises, donc alliées. Et on raffole cette année de la robe tonneau, dont le joli abandon nous donne à toutes un amusant petit cachet de rare distinction. Ce sera même une des plus heureuses conséquences de cette triste guerre, ajoutait le charmant chroniqueur, en attendant la reprise des provinces perdues, le réveil du sentiment national. Ce sera même une des plus heureuses conséquences de cette guerre que d'avoir obtenu de jolis résultats en fait de toilette, sans luxe inconsidéré et de mauvaise aloi, avec très peu de choses, d'avoir créé de la coquetterie avec des riens. À la robe du grand couturier éditée à plusieurs exemplaires, on préfère en ce moment les robes faites chez soi, parce qu'affirmant l'esprit, le goût et les tendances indiscutables de chacun. Quant à la charité, en pensant à toutes les misères nées de l'invasion, à tant de mutilés, il était bien naturel qu'elle fût obligée de se faire plus ingénieuse encore, ce qui obligeait les dames à haut turban à passer la fin de l'après-midi dans l'été autour d'une table de bridge en commentant les nouvelles du front, tandis qu'à la porte les attendaient leurs automobiles, ayant sur le siège un beau militaire qui bavardait avec le chasseur.
Ce n'était pas du reste seulement les coiffures surmontant les visages de leur étrange cylindre qui étaient nouvelles. Les visages l'étaient aussi. Les dames à nouveau chapeaux étaient des jeunes femmes venues, on ne savait trop d'où, et qui étaient la fleur de l'élégance, les unes depuis 6 mois, les autres depuis 2 ans, les autres depuis 4. Ces différences avaient d'ailleurs pour elles autant d'importance qu'au temps où j'avais débuté dans le monde, en avait entre 2 familles, comme les Guermantes et les La Rochefoucauld, 3 ou 4 siècles d'ancienneté prouvée. La dame qui connaissait les Guermantes depuis 1914 regardait comme une parvenue, celle qu'on présentait chez eux en 1916, lui faisait un bonjour de douairière, la dévisageait de son face à main et avouait dans une moue qu'on ne savait même pas au juste si cette dame était ou non mariée. Tout cela est assez nauséabond, concluait la dame de 1914, qui eût voulu que le cycle des nouvelles admissions s'arrêtât après elle. Ces personnes nouvelles, que les jeunes gens trouvaient fort anciennes, et que d'ailleurs certains vieillards, qui n'avaient pas été que dans le grand monde, croyaient bien reconnaître pour ne pas être si nouvelles que cela, n'offraient pas seulement à la société des divertissements de conversation politique et de musique dans l'intimité qui lui convenait, il fallait encore que ce fussent elles qui les offrissent, car pour que les choses paraissent nouvelles, même si elles sont anciennes, et même si elles sont nouvelles, il faut, en art comme en médecine, comme en mondanité, des noms nouveaux, et ils étaient d'ailleurs nouveaux en certaines choses. Ainsi, Madame Verdurin était allée à Venise pendant la guerre. Mais comme ces gens qui veulent éviter de parler chagrin et sentiment, quand elle disait que c'était épatant, ce qu'elle admirait, ce n'était ni Venise, ni Saint-Marc, ni les palais. Tout ce qui m'avait tant plu et dont elle faisait bon marché, mais l'effet des projecteurs. Dans le ciel, les projecteurs sur lesquels elle donnait des renseignements appuyés de chiffres. Ainsi, d'âge en âge, renaît un certain réalisme en réaction contre l'art admiré jusque-là. Le salon Sainte-Verte était une étiquette défraîchie, sous laquelle la présence des plus grands artistes, des ministres les plus influents, n'eût attiré personne. On courait, au contraire, pour écouter un mot prononcé par le secrétaire des uns ou le sous-chef de cabinet des autres, chez les nouvelles dames à turban, dont l'invasion ailée et jacassante emplissait Paris. Les dames du premier directoire avaient une reine qui était jeune et belle et s'appelait Madame Tallien. Celles du second en avaient 2 qui étaient vieilles et laides et qui s'appelaient Madame Verdurin et Madame Bontemps. Qui eût pu tenir rigueur à Madame Bontemps que son mari n'eût joué un rôle âprement critiqué par l'Écho de Paris dans l'affaire Dreyfus? Toute la chambre étant à un certain moment devenue révisionniste, c'était forcément par d'anciens révisionnistes, comme parmi d'anciens socialistes, qu'on avait été obligé de recruter le parti de l'ordre social, de la tolérance religieuse, de la préparation militaire. On aurait détesté autrefois M. Bontemps parce que les antipatriotes avaient alors le nom de Dreyfusards. Mais bientôt ce nom avait été oublié et remplacé par celui d'adversaire de la loi de 300. M. Bontemps était au contraire un des auteurs de cette loi, c'était donc un patriote. Dans le monde, et ce phénomène social n'est d'ailleurs qu'une application d'une loi psychologique bien plus générale, les nouveautés, coupables ou non, n'excitent l'horreur que tant qu'elles ne sont pas assimilées et entourées d'éléments rassurants. Il en était du dreyfusisme comme du mariage de Saint-Loup avec la fille d'Odette Mariage, qui avait d'abord fait crier.
Maintenant qu'on voyait chez les Saint-Loup tous les gens qu'on connaissait, Gilberte aurait pu avoir les mœurs d'Odette elle-même, que malgré cela on y serait allé, et qu'on eût approuvé Gilberte de blâmer comme une douairière les nouveautés morales non assimilées. Le dreyfusisme était maintenant intégré dans une série de choses respectables et habituelles. Quant à se demander ce qu'il valait en soi, personne n'y songeait. Pas plus pour l'admettre maintenant qu'autrefois pour le condamner. Il n'était plus shocking. C'était tout ce qu'il fallait. À peine se rappelait-on qu'il l'avait été. Comme on ne sait plus au bout de quelque temps si le père d'une jeune fille fut un voleur ou non. Au besoin, on peut dire non, non, c'est du beau-frère ou d'un homonyme que vous parlez. Non. Mais contre celui-ci, non, il n'y a jamais rien eu à dire. De même, il y avait certainement eu dreyfusisme et dreyfusisme. Et celui qui allait chez la duchesse de Montmorency et faisait passer la loi de 3 ans ne pouvait être mauvais. En tout cas, à tout péché miséricorde. Cet oubli qui était octroyé au dreyfusisme l'était a fortiori au dreyfusard. Il n'y avait plus que du reste dans la politique, puisque tous à un moment l'avaient été, s'ils voulaient être du gouvernement. Même ceux qui représentaient le contraire de ce que le dreyfusisme, dans sa choquante nouveauté, avait incarné, au temps où Saint-Loup était sur une mauvaise pente, c'est-à-dire l'antipatriotisme, l'irréligion, l'anarchie, etc. Ainsi, le dreyfusisme de M. Bontemps, invisible et contemplatif, comme celui de tous les hommes politiques, ne se voyait pas plus que les os sous la peau. Personne ne se fût rappelé qu'il avait été dreyfusard, car les gens du monde sont distraits et oublieux, et parce qu'aussi il y avait de cela un temps fort long, qu'ils affectaient de croire plus long, car c'était une des idées les plus à la mode, de dire que l'avant-guerre était séparée de la guerre par quelque chose d'aussi profond, simulant autant de durée qu'une période géologique. Et Brichot, lui-même, ce nationaliste, quand il faisait allusion à l'affaire Dreyfus, disons, dans les temps préhistoriques. À vrai dire, ce changement profond opéré par la guerre était en raison inverse de la valeur des esprits touchés, du moins à partir d'un certain degré, car tout en bas, les plus sots, les purs gens de plaisir ne s'occupaient pas qu'il y eût la guerre. Mais aussi tout en haut, ceux qui se sont fait une vie intérieure, ambiante, ont peu d'égard à l'importance des événements. Ce qui modifie profondément pour eux l'ordre des pensées, c'est bien plutôt quelque chose qui semble en soi n'avoir aucune importance, et qui renverse pour eux l'ordre du temps, en les faisant contemporains d'un autre temps de leur vie. Un chant d'oiseau dans le parc de Montboisier ou une brise chargée de l'odeur du réséda sont évidemment des événements de moindre conséquence que les plus grandes dates de la Révolution et de l'Empire. Ils ont cependant inspiré à Chateaubriand dans les Mémoires d'outre-tombe des pages d'une valeur infiniment plus grande. M. Bontemps ne voulait pas entendre parler de paix avant que l'Allemagne eût été réduite au même morcellement qu'au Moyen-Âge, la déchéance de la maison de Hohenzollern prononcée et Guillaume ayant reçu 12 balles dans la peau. En un mot, il était ce que Brichot appelait un jusqu'au-boutiste, et c'était le meilleur brevet de civisme qu'on pouvait lui donner. Sans doute, les 3 premiers jours, Madame Bontemps avait été un peu dépaysée au milieu des personnes qui avaient demandé à Madame Verdurin à la connaître. Et ce fut d'un ton légèrement aigre que Madame Verdurin répondit « Le comte, ma chère », à Madame Bontemps qui lui disait « C'est bien le duc d'Aussonville que vous venez de me présenter », soit par entière ignorance et absence de toute association entre le nom
à son vil et un titre quelconque, soit au contraire par excessive instruction et association d'idées avec le parti des ducs, dont on lui avait dit que M. de Daussonville était un des membres de l'Académie. Mais à partir du 4e jour, elle avait commencé d'être solidement installée dans le faubourg Saint-Germain. Quelquefois encore, on voyait autour d'elle les fragments inconnus d'un monde qu'on ne connaissait pas et qui n'étonnait pas plus que des débris de coquilles autour d'un poussin. Et ceux qui savaient l'œuf d'où Madame Bontemps était sortie. Mais dès le 15e jour, elle les avait secoués et ayant, à la fin du mois, quand elle disait « je vais chez les Lévy », bon, tout le monde comprenait, sans besoin de préciser, qu'il s'agissait des Lévy-Mirepoix. Et pas une duchesse ne se serait couchée sans avoir appris de Madame Bontemps ou de Madame Verdurin, au moins par téléphone, ce qu'il y avait dans le communiqué du soir, ce qu'on avait omis et où on en était avec la Grèce. Quelle offensive on préparait. En un mot, tout ce que le public ne saurait que le lendemain ou plus tard. Et dont on avait ainsi comme une sorte de répétition des couturières. Dans la conversation, Madame Verdurin, pour communiquer les nouvelles, disait « nous » en parlant de la France. Eh bien voici, nous exigeons du roi de Grèce qu'il se retire du Pénopolès, etc., etc. Nous lui envoyons, etc., etc. Et dans tous ces récits revenait tout le temps le GQG. J'ai téléphoné au GQG, abréviation qu'elle avait à prononcer le même plaisir qu'avaient naguère les femmes qui ne connaissaient pas le prince d'Agrigente, à demander en souriant, quand on parlait de lui et pour montrer qu'elles étaient au courant, « Gris-gris ». Un plaisir qui, dans les époques peu troublées, n'est connu que par les mondains, mais que dans les grandes crises, le peuple même connaît. Notre maître d'hôtel, par exemple, si on parlait du roi de Grèce, était capable, grâce aux journaux, de dire comme Guillaume II « Tino !» Tandis que jusque-là, sa familiarité avec les rois était restée plus vulgaire, ayant été inventée par lui comme jadis. Quand il parlait du roi d'Espagne, il disait « Fonfonce ». On peut remarquer d'ailleurs qu'au fur et à mesure qu'augmenta le nombre des gens brillants qui firent des avances à Madame Verdurin, le nombre de ceux qu'elle appelait les ennuyeux diminua. Par une sorte de transformation magique, tout ennuyeux, qui était venu lui faire une visite et avait sollicité une invitation, devenait subitement quelqu'un d'agréable et d'intelligent. Bref, au bout d'un an, le nombre des ennuyeux était réduit dans une proportion tellement forte que la peur et l'impossibilité de s'ennuyer, qui avaient tenu une si grande place dans la conversation et joué un si grand rôle dans la vie de Madame Verdurin, avaient presque entièrement disparu. On eût dit que sur le tard, cette impossibilité de s'ennuyer, qu'autrefois d'ailleurs elle assurait ne pas avoir éprouvé dans sa prime jeunesse, la faisait moins souffrir, comme certaines migraines, certains asthmes nerveux qui perdent de leur force quand on vieillit. Il est froid de s'ennuyer, eût sans doute entièrement abandonné Madame Verdurin, faute d'ennuyeux, si elle n'avait, dans une faible mesure, remplacé ceux qui ne l'étaient plus par d'autres, recrutés parmi les anciens fidèles. Du reste, pour en finir avec les duchesses, qui fréquentaient maintenant chez Madame Verdurin, elle venait y chercher, sans qu'elle s'en doutasse exactement, la même chose que les Dreyfusards autrefois, c'est-à-dire un plaisir mondain composé de telle manière que sa dégustation assouvit les curiosités politiques et rassasia le besoin de commenter entre soi les incidents lus dans les journaux. Madame Verdurin disait « Vous viendrez à 5 heures parler de la guerre », comme autrefois parler de l'affaire. Et dans l'intervalle, vous viendrez entendre Morel. Or, Morel n'aurait pas dû être là, pour la raison qu'il n'était nullement réformé. Simplement, il n'avait pas rejoint et était déserteur. Mais personne ne le savait.
Une autre étoile du salon était dans les choux, qui, malgré ses goûts sportifs, s'était fait réformer. Il était devenu tellement, pour moi, l'auteur d'une œuvre admirable à laquelle je pensais constamment, que ce n'est que par hasard, quand j'établissais un courant transversal entre deux séries de souvenirs, que je songeais qu'il était celui qui avait amené le départ d'Albertine de chez moi. Et encore, ce courant transversal aboutissait en ce qui concernait ces reliques de souvenirs d'Albertine à une voie s'arrêtant en pleine friche, à plusieurs années de distance, car je ne pensais plus jamais à elle. C'était une voie non fréquentée de souvenirs, une ligne que je n'empruntais plus. Tandis que les œuvres de Dans les choux étaient récentes, et cette ligne de souvenirs perpétuellement fréquentée et utilisée par mon esprit. Je dois dire du reste que la connaissance du mari d'André n'était ni très facile ni très agréable à faire, et que l'amitié qu'on lui vouait était promise à bien des déceptions. Il était en effet à ce moment-là déjà fort malade et s'épargnait les fatigues autres que celles que lui paraissait devoir peut-être lui donner du plaisir. Or, il ne classait parmi celles-là que les rendez-vous avec des gens qu'il ne connaissait pas encore, et que son ardente imagination lui représentait sans doute comme ayant une chance d'être différent des autres. Mais pour ceux qu'il connaissait déjà, il savait trop bien comment ils étaient, comment ils seraient. Il ne lui paraissait plus valoir la peine d'une fatigue, dangereuse pour lui et peut-être mortelle. C'était en somme un très mauvais ami. Et peut-être dans son goût pour des gens nouveaux se retrouvait-il quelque chose de l'audace frénétique qu'il portait jadis à Balbec, au sport, au jeu, à tous les excès de table. Quant à Madame Verdurin, elle voulait à chaque fois me faire la connaissance d'André, ne pouvant admettre que je l'eusse connu depuis longtemps. D'ailleurs, André venait rarement avec son mari, mais elle était pour moi une amie admirable et sincère. Fidèle à l'esthétique de son mari, qui était en réaction contre les ballets russes, elle disait du marquis de Polignac: « Il a sa maison décorée par Bakst. Comment peut-on dormir là-dedans? J'aimerais mieux du buffet. » D'ailleurs, les Verdurin, par le progrès fatal de l'esthétisme qui finit par se manger la queue, disaient de ne pas supporter le moderne style. De plus, c'était munichois, ni les appartements blancs, et n'aimaient plus que les vieux meubles français dans un décor sombre. On fut très étonné, à cette époque où Madame Verdurin pouvait avoir chez elle qui elle voulait, de lui voir faire indirectement des avances à une personne qu'elle avait complètement perdue de vue, Odette. On trouvait qu'elle ne pourrait rien ajouter au brillant milieu qu'était devenu le petit groupe. Mais une séparation prolongée, en même temps qu'elle apaise les rancunes, réveille quelquefois l'amitié. Et puis le phénomène qui amène non seulement les mourants à ne prononcer que des noms autrefois familiers, mais les vieillards à se complaire dans leurs souvenirs d'enfance, ce phénomène a son équivalent social. Pour réussir dans l'entreprise de faire revenir Odette chez elle, Madame Verdurin n'employa pas bien entendu les ultras, mais les habitués moins fidèles qui avaient gardé un pied dans l'un et l'autre salon. Elle leur disait: « Je ne sais pas pourquoi, on ne la voit plus ici. Ah là, elle est peut-être brouillée, moi pas. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est chez moi qu'elle a connu ses 2 maris. Si elle veut revenir, qu'elle sache que les portes lui sont ouvertes. » Ces paroles, qui auraient dû coûter de la fierté à la patronne, si elles ne lui avaient pas été dictées par son imagination, furent redites, mais sans succès. Madame Verdurin attendit Odette sans la voir venir.
jusqu'à ce que les événements qu'on verra plus loin amenassent pour de toute autre raison ce que n'avait pu l'ambassade pourtant zélée des lâcheurs. Tenter, il est peu de réussites faciles et d'échecs définitifs. Les choses étant tellement les mêmes, tout en paraissant différentes, qu'on retrouvait tout naturellement les mots d'autrefois, bien pensants, mal pensants, et de même que les anciens communards avaient été anti-révisionnistes, les plus grands Dreyfusards voulaient faire fusiller tout le monde, et avaient l'appui des généraux, comme ceux-ci, au temps de l'affaire, avaient été contre Gallifet. À ces réunions, Madame Verdurin invitait quelques dames un peu récentes, connues par leurs œuvres, et qui, les premières fois, venaient avec des toilettes éclatantes, de grands colliers de perles. Codette, qui en avait un aussi beau, de l'exhibition duquel elle-même avait abusé, regardait, maintenant qu'elle était en tenue de guerre, à l'imitation des dames du faubourg, avec sévérité. Mais les femmes savent s'adapter. Au bout de 3 ou 4 fois, elles se rendaient compte que les toilettes qu'elles avaient crues chic étaient précisément proscrites par les personnes qui l'étaient. Elles mettaient de côté leurs robes d'or et se résignaient à la simplicité. Madame Verdurin disait « C'est désolant, je vais téléphoner à Bontemps de faire le nécessaire. Pour demain, on a encore caviardé toute la fin de l'article de Norpois, tout simplement parce qu'il laissait entendre qu'on avait limogé Percin. » Car la bêtise courante faisait que chacun tirait sa gloire d'user des expressions courantes et croyait montrer qu'elle était ainsi à la mode, comme faisait une bourgeoise, en disant, quand on parlait de M. de Bréauté ou de Charlus, « Qui, Bébel de Bréautré? Mémé de Charlus ?» Les duchesses font de même, d'ailleurs, et avaient le même plaisir à dire « limogé », car chez les duchesses, c'est, pour les roturiers un peu poètes, le nom qui diffère. Mais elles s'expriment selon la catégorie d'esprit à laquelle elles appartiennent, et où il y a aussi énormément de bourgeois. Les classes d'esprit n'ont pas égard à la naissance. Tous ces téléphonages de Madame Verdurin n'étaient pas d'ailleurs sans inconvénients. Quoique nous ayons oublié de dire le salon Verdurin, s'il continuait en esprit et en vérité, s'était transposé momentanément dans un des plus grands hôtels de Paris, le manque de charbon et de lumière rendant plus difficiles les réceptions des Verdurins dans l'ancien logis, fort humide, des ambassadeurs de Venise. Le nouveau salon ne manquait pas du reste d'agréments. Comme à Venise, la place, comptée à cause de l'eau, commande la forme des palais, comme un bout de jardin dans Paris ravit plus qu'un parc en province, l'étroite salle à manger qu'avait Madame Verdurin à l'hôtel faisait une sorte de losange aux murs éclatants de blancheur, comme un écran sur lequel se détachaient à chaque mercredi, ou presque tous les jours, tous les gens les plus intéressants, les plus variés, les femmes les plus élégantes de Paris, ravies de profiter du luxe des Verdurins, qui, grâce à leur fortune, allaient croissant à une époque où les plus riches se restreignaient, faute de toucher leurs revenus. La forme donnée aux réceptions se trouvait modifiée sans qu'elles cessassent d'enchanter Brichot, qui, au fur et à mesure que les relations des Verdurins allaient s'étendant, y trouvait des plaisirs nouveaux et accumulés dans un petit espace, comme des surprises dans un chausson de Noël. Enfin, certains jours, les dîneurs étaient si nombreux que la salle à manger de l'appartement privé étant trop petite, on donnait le dîner dans la salle à manger immense d'en bas, où les fidèles, tout en feignant hypocritement de déplorer l'intimité d'en haut, étaient ravis, au fond, en faisant bande à part, comme jadis dans le petit chemin de fer, d'être un objet de spectacle et d'envie pour les tables voisines. Sans doute, dans les temps habituels de la paix, une note mondaine
subrepticement envoyé au Figaro ou au Gaulois, aurait fait savoir à plus de monde que l'on pouvait tenir la salle à manger du Majestic que Brichot avait dîné avec la duchesse de Duras. Mais, depuis la guerre, les courriéristes mondains ayant supprimé ce genre d'informations, ils se rattrapaient sur les enterrements, les citations et les banquets franco-américains. La publicité ne pouvait plus exister que par ce moyen enfantin et restreint, digne des premiers âges, et antérieur à la découverte de Gutenberg, être vue à la table de madame Verdurin. Après le dîner, on montait dans les salons de la patronne, puis les téléphonages commençaient. Mais beaucoup de grands hôtels étaient à cette époque peuplés d'espions, qui notaient les nouvelles téléphonées par bon temps avec une indiscrétion, que corrigeait seulement, par bonheur, le manque de sûreté de ces informations, toujours démenties par l'événement.